Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce webinaire de rentrée. Alors si vous êtes connectés, je vous invite à faire un petit coucou dans le chat, histoire de bien me confirmer que ça fonctionne, que vous êtes là, que vous m'entendez, que vous me voyez. Je vois que ça commence à pianoter, donc c'est plutôt bon signe. Bonjour Anita, bonjour Anne-Christelle, Asma, Rosie, Pierre-Jean, voilà, on a du monde qui arrive, donc c'est que tout fonctionne, tout va bien, c'est super. Ravie de vous retrouver. Alors, on s'est quitté juste avant l'été pour notre série de webinaires, et puis on se retrouve en cette rentrée et avec un événement tout particulier, puisque cette semaine, Culture RH propose la semaine du recrutement avec plein de contenus, d'événements, d'articles autour de la thématique du recrutement. Et donc forcément, en toute logique, aujourd'hui, c'est une thématique que l'on va aborder à l'occasion de ce webinaire. Donc bienvenue à tous, j'espère que la rentrée s'est bien passée, vous avez bien profité de l'été, que vous êtes au taquet pour cette rentrée. Dernière ligne droite avant Noël. Là, on arrive à l'échéance où ça y est, Noël arrive, c'est la prochaine échéance. Donc bonjour à vous, merci à vous d'être là. Aujourd'hui, on est là pour un webinaire recrutement, comme je vous disais, et sur un sujet vraiment très particulier, puisqu'on a décidé, avec notre invité, d'aborder l'aspect un peu plus expérience candidature et notamment personnalisation de l'expérience candidature. Mais je vous en dis pas plus, on va creuser ça un peu plus juste après. Alors pour ceux qui sont nouveaux, parce que je me dis à chaque fois, c'est vrai que je me présente pas forcément parce que je me dis à force, c'est toujours les mêmes personnes, mais pas forcément. Donc j'en profite, c'est l'occasion. Moi, je suis Anaïs Ledigarcher et donc je suis formatrice et consultante indépendante. J'interviens auprès d'entreprises sur le sujet de la marque employeur. Et donc, chaque mois, j'anime pour Culture RH les webinars. Voilà, c'est un de mes partenaires chouchous. Et donc, vous connaissez forcément Culture RH. On vous propose du contenu pour les RH chaque mois. Alors aujourd'hui, je suis super contente. Alors, je suis toujours contente de nos invités, mais en particulier Non, mais aujourd'hui, aujourd'hui, super contente. encore plus que d'habitude, parce qu'on a quand même le plaisir de recevoir Romain, qui bosse chez Monster, qui est quand même un des pionniers des sites d'emploi qu'on ne cite pas. Donc, ce que je vous propose déjà dans un premier temps, c'est peut-être Romain, tu nous expliques un petit peu qui tu es, ce que tu fais de beau chez Monster, en 2-3 Oui, mots. oui ben bonjour tout le monde, je suis ravi de participer à ce webinaire. Donc moi, je suis directeur marketing chez Monster. J'ai rejoint l'entreprise il y a 10 ans, j'ai commencé en tant que chef de produit. Et donc aujourd'hui, je suis directeur marketing pour la France et l'Italie. Alors pour ceux qui connaissent pas Monster, on est un site de recrutement, donc on propose aux candidats une recherche d'emploi, des conseils emploi pour leur permettre de cartonner dans leur recherche et dans leur carrière. Et on propose aussi tout un tas de solutions RH et recrutement, marque employeur également, aux entreprises qui souhaitent trouver les bons candidats. Euh, donc voilà, c'est Monster. Bah parfait, merci, c'était concis, précis. Ouais. Alors pour ceux qui dans le chat disent qu'ils n'ont pas forcément de son, il faut recharger, rafraîchir la page. Mais je pense que l'équipe Culture RH va répondre dans le chat. Donc, juste pour faire un petit peu un retour sur le sujet et pourquoi ce sujet d'ailleurs. Je sais pas, Romain, si tu as souvenir, comment on a commencé à parler de ça et pourquoi on s'est dit qu'on allait parler de ça. Comment c'est venu cette idée-là? Comment c'est venu? Je crois que c'est venu d'un post LinkedIn que j'avais publié sur les attentes des candidats qui changeaient, qui évoluaient, les comportements des recruteurs qui allaient pas forcément dans le même sens, ou en tout cas peut-être pas à la même vitesse, et où on se rendait compte que on parle beaucoup de pénurie de candidats en France, mais il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire pour contrer cette pénurie de candidats et attirer des candidats et les convaincre de postuler. Je pense que ça venait de là. Oui, c'est vrai, c'était parti de là, c'est tout bête, Mm. mais oui, ça c'est la magie de LinkedIn, entre parenthèses. Romain, il a posté ça sur LinkedIn. J'ai vu son profil. Je me dis, tiens, je vais le contacter. Il a l'air sympa. On s'est mis à papoter. Et puis, je lui dis, bah, tiens, on fait un webinaire à la rentrée. Et voilà, c'est parti comme ça. Vous voyez, comme quoi, hein, il suffit d'oser et échanger avec Mm. les gens de votre réseau. Donc, on va attaquer ce sujet parce que c'est un sujet qui est super important. Et je pense que si vous êtes là, c'est que ça vous intrigue. On a décidé de donner une forme un peu originale à ça en se disant, tiens, on va aborder 5 commandements pour adapter justement notre recrutement aux attentes des candidats. Alors,
On est là pour à peu près 3/4 d'heure ensemble, 1 heure maximum. Et l'idée aussi, c'est que vous soyez actifs. Hein, c'est votre webinaire après tout. Donc, sentez-vous vraiment à l'aise de poser des questions, de réagir. Moi, je ferai le lien entre vous et Romain. Profitez-en. Romain est là. Donc, si vous avez des questions qui touchent aussi le sujet job board, site d'emploi, c'est l'occasion. Et puis, on prendra un temps à la toute fin, si jamais des questions sont restées en suspens. On reviendra dessus. Et puis, l'objectif pour nous, c'est que vous repartiez avec des clés, avec des idées et des réponses à vos interrogations. Donc, sans plus attendre, je vous propose qu'on se lance et on a réfléchi ensemble à un premier commandement, déjà le tout premier, qui serait déjà de comprendre les attentes des candidats. Alors, il y a plein de sujets autour des attentes des candidats, mais déjà, Romain, est-ce que tu peux un peu nous donner, toi, ton regard, peut-être même le regard côté Monster, vous, vos propres observations vis-à-vis des candidats et du marché candidat, en fait? C'est vrai que ces attentes des candidats, on en parle énormément depuis le Covid. On parle d'attentes qui ont changé, etc. Moi, je pense que c'est juste un équilibre qui a été renversé. Avant, on voyait le travail quand même différemment. Et depuis la crise du Covid, on voit un petit peu plus le travail comme une contrainte ou un petit peu comme le moyen d'accéder à un certain cadre de vie. Et ça devient complètement ancré dans l'équilibre vie pro vie perso. On veut plus juste un travail et une vie à côté. On veut un travail qui nous permette d'avoir la vie qu'on veut. Et ça, c'est le gros changement qu'on peut noter chez les candidats du moment, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs. Et donc, on a une recrudescence du télétravail qui se veut de plus en plus ancré dans les attentes. On parle aussi rémunération. Les candidats sont pas forcément prêts à accepter n'importe quel emploi pour n'importe quel job. On parle de flexibilité, on parle d'horaire, on parle de management aussi. Voilà, il y a plein de choses que les candidats veulent, mais aussi ne veulent plus. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez récent. Et même si on a à chaque fois un renouveau avec les nouvelles générations, qu'on a l'impression que la roue se réinvente à chaque fois, finalement, voilà, c'est juste des attentes qui sont les mêmes, mais leur valeur et leur priorité a changé. Ouais, je suis plutôt d'accord. J'ai même envie de poser une question à l'audience, à vous qui êtes là et qui écoutez. Si on fait comme ça une espèce de vote, à votre avis, quel est le critère numéro 1 pour lequel les candidats sont attentifs? Quelle est leur priorité quand ils recherchent un emploi? Si on doit en retenir qu'un, là, par exemple, on a cité rémunération, flexibilité, équilibre. Je vois le mot flexibilité qui arrive très vite dans le chat. Flexibilité, télétravail. Il y a redonner du sens aussi que je vois passer. Bon, Rémunération. sans grosse surprise, c'est quand même la notion de flexibilité, équilibre qui reviennent. Moi, j'aimerais bien rajouter un petit truc, c'est que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'études depuis le Covid qui sont tombées et un coup, on nous dit, enfin, je ne sais pas si vous observez ça, mais moi, c'est ce que j'ai observé, c'est qu'un coup, on va nous dire, oui, la flexibilité, c'est le critère numéro 1. Et j'ai vu aussi d'autres études qui disaient, attention, la rémunération est toujours le critère numéro 1. Et je pense que finalement, peut-être que la conclusion à tirer de tout ça, et là, c'est vraiment mon observation, c'est que finalement, les candidats, ils veulent tout simplement plus de compromis, ils veulent tout. c'est ça, finalement, on se dit, il n'y a plus d'échelle, chacun est différent, et finalement, peut-être que la réponse, c'est simplement qu'ils veulent tout. Juste pour répondre à la question, j'ai vu plusieurs fois la question, est-ce qu'on aura le support à la fin du webinaire? Oui, on pourra vous le diffuser, il n'y a pas de souci. Et justement, ça rejoint ce que tu disais, Romain. En fait, ils savent ce qu'ils veulent. C'est surtout ça le point important à retenir. Et d'ailleurs, il y a cette stat que vous avez relevée du côté de chez Monster. Est-ce que tu veux la commenter? Alors oui, là, c'est clairement, on a interrogé les candidats sur la flexibilité, donc flexibilité des horaires, flexibilité du lieu de travail. Donc cette stat, c'est spécifiquement sur le lieu de travail, donc le télétravail. C'est 42% des candidats qui en veulent plus. Donc autrement dit, des candidats, quasiment la moitié, qui seraient prêts à refuser un job si on ne proposait pas de télétravail. Donc ça, c'est hyper important. On sait que pas toutes les entreprises se sont mises au télétravail. Certaines étaient obligées pendant le Covid, mais on parle aujourd'hui beaucoup de retour au bureau. Retour au bureau qui est parfois mis en place pour les mauvaises raisons. Alors parfois parce que on a des salariés qui abusent, parfois parce que le télétravail a été mis en place sans un cadre très précis et un petit peu sans contrôle, sans mesure aussi. Mais en tout cas, là, c'est hyper important pour les candidats. Et moi-même, je suis en 100% télétravail depuis 2020. Donc Monster, on était déjà très ancré dans le télétravail. C'était une pratique qu'on pratiquait déjà, mais on est allé un cran plus loin depuis le Covid.
Et moi, par exemple, je me verrais pas, maintenant que j'ai connu le 100% télétravail, je me verrais pas accepter un job 100% en présentiel. Ah oui. À moins que ce soit mon job de rêve dans une entreprise de rêve, etc., je ne pourrais pas retourner 100% au bureau. Il me faudrait, à moins que ce soit à 5 minutes à pied de chez moi, mais a priori, c'est pas possible. Donc voilà, je pense que les candidats qui ont goûté à cette flexibilité, qui ont vu que ça fonctionnait, tout simplement, Oui, veulent plus faire marche arrière et veulent ouais. absolument qu'on leur propose pas forcément du 100% remote, mais au moins quelques jours en télétravail, des jours qu'ils peuvent choisir de préférence pour accorder leur vie pro et leur vie perso du mieux qu'ils peuvent. Ouais, je suis plutôt d'accord. C'est compliqué de Mm. reculer une fois qu'on a connu cet épisode où tout le monde était en télétravail par obligation. Alors, j'essaie de vous lire au fur et à mesure parce que je vois que ça réagit pas mal. Mais déjà, pour revenir juste sur les attentes des candidats et notamment le sujet de la rémunération, on nous dit, mais ouais, mais la plupart des offres ne mentionnent pas la fourchette de rémunération. On va revenir sur ce sujet un peu plus tard, on va l'aborder tout à l'heure, C'est vrai. justement. Et sur le sujet de la flexibilité et notamment du télétravail, je m'attendais à cette question-là, enfin pas une question mais une réaction disant ouais mais tous les boulots peuvent pas être en télétravail, mais justement moi ce que je pense déjà ce qui est important de dire c'est que la flexibilité c'est un mot un peu chapeau et dedans on met plein de choses, c'est pas forcément que le télétravail, la flexibilité. Ceci dit, ça c'est important de le préciser, c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que la moitié, alors c'était la stat juste avant, je me remets dessus, on a comme presque la moitié des candidats qui veulent de la flexibilité, mais surtout, ça c'est une stat aussi monster, télétravail, c'est encore aujourd'hui le deuxième mot-clé le plus recherché, c'est ça? Oui, alors en 2022, c'était le deuxième mot-clé le plus recherché. En Aujourd'hui, il est 2022. redescendu un petit peu, mais il est toujours dans Ah, le top 10. ok. Donc, c'est un mot-clé toujours extrêmement recherché par les candidats. Certains veulent un job en télétravail. Ils veulent plus un métier spécifique, ils veulent trouver un métier en télétravail et parfois Ah quel ouais, que soit le métier. Donc, il y a vraiment ça aussi passe quelque chose devant, qui a ça passe changé. devant le métier. C'est ça, c'est que parfois on est prêt à changer de métier. Alors, j'imagine moins quand on a fait certaines études supérieures, etc. On se dit on n'a pas fait tout ça pour rien. Mais pour des métiers un peu moins qualifiés, on peut se dire, bon, si j'ai les soft skills pour, cherchons un job en télétravail. Si a priori je peux le faire sans avoir un diplôme particulier, autant tenter. Et c'est ça qui a vachement changé depuis la crise. Et c'est vrai que la flexibilité, ça reste aussi la flexibilité des horaires. Il y a plein de choses qu'on peut Ouais. mettre en place quand le télétravail n'est pas applicable pour certains métiers, par exemple. Flexibilité des horaires, est-ce qu'on peut avoir des plages horaires souples? Est-ce qu'on peut permettre à des salariés de faire une semaine, par exemple, de 4 jours et demi? Ils rattrapent les heures sur le soir ou le matin ou les pauses repas. Ils s'organisent un petit peu comme ils veulent pour faire le même temps de travail que les autres. Est-ce qu'on peut proposer des jours de congés supplémentaires, avoir une souplesse pour les enfants, pour les aidants, pour les couples divorcés, je sais pas, mais il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour s'intéresser un petit peu à la vie personnelle du candidat et voir comment le travail peut mieux s'ancrer pour les rendre compatibles tous les deux. Ouais, je pense que c'est important de le dire parce qu'on a un peu tendance à associer flexibilité à télétravail, mais en vrai, il y a plein d'autres leviers à activer. On vous a mis quelques exemples d'ailleurs. Déjà, il y a l'entreprise Blanc. Je ne sais pas si on dit Blanc. Bon, si on dit à la française, Blanc, par exemple, qui propose pas forcément du télétravail, mais en revanche, a une politique, par exemple, anti-micromanagement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont donner davantage d'autonomie aux équipes et être moins dans un management, je ne sais pas comment résumer ça, très, très proche. Voilà, on va laisser un peu plus de distance et beaucoup plus d'autonomie et donc de flexibilité et de souplesse dans la façon dont on mène nos missions. Donc ça, déjà, c'est de la flexibilité dans la manière de manager. Vous voyez, on ne parle pas de télétravail, on parle de management. Il y a Euroquartz, qu'on a déjà eu la chance d'ailleurs d'avoir en tant qu'invité sur un des webinaires Culture RH cette année. Euroquartz, c'est une solution de gestion de planning. Et eux, par exemple, ils mettent en avant une approche un peu plus individualisée où l'idée, c'est par exemple de rendre les équipes autonomes dans le choix de leur planning, de leurs horaires. Alors, avec le soutien d'un outil comme Euroquartz, mais en l'occurrence, c'est vraiment, on vous donne cette autonomie-là, on vous responsabilise, vous choisissez vos horaires en concertation avec tous les membres de l'équipe. Ça aussi, c'est de la flexibilité. Et pourtant, on ne parle pas de télétravail à nouveau, vous voyez. Juste petite parenthèse, il y a Éléonore qui demande ce que tu as dit que télétravail faisait partie des 10 mots-clés. Tu as une idée comme ça de tête? Interro surprise. Des 10 Romain, mots-clés. les 10 mots-clés en 2023, tu as une idée ou pas? C'est une très très bonne question. Alors non, j'ai pas d'idée. Je sais que le mot-clé alternance revient très haut.
parce que l'alternance, bon, est Ah oui, toujours un c'est mot-clé la ultra phase. recommandé et Mm. c'est de plus en plus demandé par les étudiants. Ouais. Je pense qu'on a des types de postes comme commercial, préparateur de commandes qui doivent revenir dans le top 10. Si je me trompe pas, ah, bon, par contre, le top 10 en entier, je pourrais le retrouver, vous l'envoyer, Mm. mais je le connais pas. Mais commercial, c'est sûr qu'il revient dans le mot-clé. Et je Ok. pense qu'on devrait avoir aussi assistante de direction ou secrétaire de direction qui doit Ah, revenir dans d'accord. le top. Ouais, c'est ce type de métier-là. Ok, ça Mais voilà, marche. ce qui sort du lot, c'est alternance et télétravail. Ok, donc ça revient souvent. Très bien. Et alors, juste, je rebondis sur une question de Mathias qui disait, est-ce que c'est pas une problématique que les candidats et les collaborateurs aient du mal à comprendre ou ne veulent pas comprendre les contraintes du management ou de l'entreprise pour la mise en place du télétravail? Je complète parce que je pense que c'était en lien avec le télétravail. Après, on en Mm. revient. Alors, on quitte un peu le sujet principal, mais on devrait faire un webinaire dédié au télétravail finalement. Ouais. Mais ça dépend des. Moi, je dis, voilà, toutes les entreprises ne peuvent pas proposer du télétravail pour des questions déjà d'organisation, mais aussi par rapport à des métiers. Il y a des métiers qui ne peuvent pas être télétravaillés. Donc là, on rentre dans un truc un peu plus profond. Je ne sais pas si tu veux Mm. réagir, Puis, Romain. moi, je dirais il faut bien le cadrer pour le mettre en place. Nous, par exemple, chez Monster, on a mis en place, donc, ceux qui sont passés en 100% télétravail ont un avenant télétravail. Ceux qui sont passés en hybride ont aussi un avenant. Donc, les Parisiens, notamment, qui sont au siège, qui ont accès à un bureau, peuvent venir 3 jours par semaine. Donc, ils ont aussi un avenant télétravail. On a un accord télétravail mis en place par l'entreprise. Donc, tout est cadré. Y a pas de jaloux. Ceux qui, moi, par exemple, je suis passé en 100% télétravail. Un commercial à Paris, lui, a 2 jours de télétravail, 3 jours de présentiel parce qu'on considère que dans une équipe commerciale, on a quand même besoin d'une émulation, de voir son manager, de partager avec son équipe tous les jours. Quand on a gagné un deal, voilà, de pouvoir se féliciter aussi, c'est quand même assez différent d'un métier support comme le mien à distance. Donc ça, du moment que c'est clair, que c'est cadré, les collaborateurs l'acceptent et comprennent pourquoi cette décision a été faite. Et en général, c'est une décision aussi qu'on peut prendre collectivement. Demander aux salariés ce dont ils ont besoin, essayer de réfléchir en collectif pour voir les besoins dans l'entreprise et comment on peut y répondre en essayant de faire plaisir à tout le monde. Maintenant, on peut pas Mm. répondre à chaque cas spécifique. Donc l'idée, Mm. c'est de le cadrer pour que tout le monde soit d'accord avec ça et puisse l'adopter. Oui, et même en sortant de la notion de télétravail, il y a cette histoire de, comme tu as dit, faire plaisir à tout le monde. Mathias, il disait, je parlais pas forcément que du télétravail, mais en général, la notion de, tu vois, de répondre à toutes les demandes, bah, ça rejoint un peu ce que tu disais. Alors, Ça, c'est l'art après, du pushback. Hein. C'est l'art de savoir dire non en donnant les bons arguments et de faire comprendre pourquoi cette demande est pas réaliste. Alors, ouais, on aura toujours des salariés qui la comprendront pas, mais ouais. l'idée, c'est de pas faire le manager qui dit simplement non, je peux pas le faire ou j'ai pas envie. Si jamais je le fais pour toi, je dois le faire pour tous, par exemple, c'est pas assez. C'est vraiment d'expliquer pourquoi on pourrait pas mettre en place telle ou telle demande, tout simplement, soit parce que ça va pas avec le business de l'entreprise, ça peut créer des inégalités, des discriminations, c'est pas rentable aussi, ça peut être une explication. L'idée, c'est de fournir vraiment quelque chose. Après, si ça te plaît pas, c'est comme ça. L'idée, Mm. c'est de se protéger, de pushback avec des bons arguments, mais on aura toujours des salariés qui ne comprendront pas. Oui, et puis si on ne peut pas répondre à 100% des attentes des candidats en Mm. face, on a peut-être déjà quand même des choses en place et c'est je vais y arriver, c'est celle-là qu'il faut mettre en avant, mettre en évidence, notamment à travers les annonces. Alors, ça nous permet de basculer sur le commandement numéro 2, qui est pour le coup la base, parce que l'étape du brief, l'étape où on va voilà, dessiner le besoin, le poste, le profil candidat, en fait, tout ça va conditionner tout le reste du processus de recrutement. Donc, le brief, c'est vraiment la base. Mais qu'est-ce qu'on va appeler un brief qualifié? En fait, c'est un brief durant lequel on va non seulement dessiner les contours du poste, mais aussi le process de recrutement et réfléchir à l'expérience candidat qui va être proposée, parce que c'est tout ce qui va suivre ensuite dans les autres commandements. Mais le brief, en général, on aborde des sujets très classiques vis-à-vis des missions, du poste, le type de contrat, etc. Bon, ok, ça, ce sont les classiques. Après, je pense, et Romain, tu me contrediras ou pas, je ne sais pas, mais les pratiques à considérer en plus, alors ça, c'est d'ailleurs toi qui me l'avais mis en avant, surtout, c'était cette histoire de cohérence déjà entre le salaire et l'expérience requise.
Je ne sais pas si tu veux Ouais. commenter ça, parce que je me souviens que tu m'avais évoqué Ben, ça quand on s'était vu. je pense qu'il n'y a rien de plus énervant pour un candidat, à part bon, l'absence carrément de salaire, mais c'est de voir par exemple qu'on recrute un apprenti avec déjà 3 ans ou 5 ans d'expérience, ou un junior avec 5 ans d'expérience requise, ou qu'on recrute un senior avec 15 ans d'expérience, mais qu'on va payer avec un salaire de junior. Ça, Mm. c'est un red flag pour les candidats, et je pense qu'il faut, en fait, il faut savoir dès le début, est-ce que je recrute un junior, est-ce que je recrute un senior? On peut pas avoir tous les profils et ensuite trier en fonction parce qu'il faut forcément une fiche de poste qui corresponde au niveau, un salaire qui corresponde au niveau, et il faut que ce soit cohérent parce que le candidat d'une va le ressentir dans l'offre, il peut ne pas postuler si c'est pas cohérent, et derrière on a envie aussi que le candidat reste et on peut pas proposer un salaire de junior à un senior qu'il aurait accepté comme ça sur un malentendu parce que il voulait vraiment trouver un emploi rapidement, mais qui finalement va partir très très rapidement une fois qu'il aura trouvé un meilleur salaire. Mm. Ouais, important de bien définir dès le départ qui on vise en fait. Il y a un peu cette histoire de persona candidat. C'est une notion dont on a déjà parlé à l'occasion de webinaires dont je parle moi assez souvent d'ailleurs sur LinkedIn, mais cette notion de persona, de bien définir un profil. Et je pense que justement pour pouvoir, parce que c'est ça la difficulté parfois de se dire, mais ok, comment je fais pour cibler, si je peux, comment je fais pour cibler un junior ou un senior, comment je sais finalement quel profil je peux prendre moi dans mon entreprise. C'est tout basique, mais la question déjà à se poser, c'est aujourd'hui, concrètement, comment est-ce qu'on peut accompagner et former la personne? Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a les ressources internes ou pas? Et si ce n'est pas le cas, effectivement, il faut être réaliste et peut-être tabler sur un senior. Si en revanche, on sait qu'on a la capacité de former, d'accompagner vraiment aux petits oignons, ben, ça veut dire qu'on a du coup la capacité d'accueillir un junior et du coup, ça facilite déjà le recrutement de viser des profils un peu plus débutants que des profils plus experts. Déjà, ça, c'est une chose. Ouais. Malheureusement, on voit souvent en entreprise une déconnexion, un disconnect en anglais entre le manager opérationnel et le Et service ouais, recrutement ou RH, voire ouais. la direction, où on va dire non, nous on a le budget pour recruter un junior, il n'y a pas de souci, on pense que tu peux. Et en fait, on a le manager qui est déjà débordé parce qu'il est en sous-effectif, ou peut-être Ah, aussi parce qu'il n'aime pas former, que c'est pas son point fort, et que finalement n'est pas prêt à accueillir un junior. Alors parfois, ça peut se passer très bien avec des juniors hyper réactifs, curieux, qui se débrouillent, qui n'ont pas besoin de quelque chose de cadré. Mais parfois, ça peut très mal se passer avec un junior qui a au contraire besoin de beaucoup d'attention, qu'on répète, qu'on soit présent pour lui. Moi, par exemple, je suis en télétravail, c'est assez difficile pour onboarder quelqu'un dans mon équipe si la personne est à Paris et que moi je suis à Toulon, par exemple. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on doit vraiment faire le point avec l'équipe recrutement et pour se poser les bonnes questions. Alors après, il y a aussi une histoire de budget. Si on n'a pas le budget pour recruter un senior, alors qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que le manager puisse former en sachant qu'on sait qu'il va avoir des difficultés à former. Voilà. Le tout, c'est d'en avoir conscience et de prendre les bonnes décisions avant. D'ailleurs, pour compléter ce qu'on est en train de vous dire, il y a l'équipe Culture RH qui vous a partagé un lien dans le chat. C'est un article sur la définition du besoin. Donc, c'est assez complet. Vous pouvez retrouver tous les aspects à aborder pendant ce brief. Et alors, le dernier point, moi, sur lequel je voulais insister, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un gros sujet qui revient très souvent sur la table, c'est la culture d'entreprise. Aujourd'hui, on a quand même 91% des candidats qui aimeraient avoir accès aux coulisses avant de postuler à une offre. Alors, en plus, maintenant, il y a plein de moyens de le faire. Si vous maîtrisez pas votre marque employeur, les candidats, ils y ont accès de toute façon. Avec les réseaux sociaux, avec les plateformes comme Glassdoor, par exemple, ou d'autres sites qui proposent des systèmes de notation ou de dépôt d'avis sur les entreprises, ne serait-ce même que Google, les avis Google. Moi, si je postule à une offre, aujourd'hui, mon réflexe, c'est d'aller voir que disent les clients de l'entreprise. C'est aussi ça, la marque employeur. C'est aussi la satisfaction de vos clients. C'est super important. Mais si on se concentre sur l'aspect culture d'entreprise, ça, c'est pareil. C'est des sujets aujourd'hui que vous pouvez aborder pendant le brief parce que ça va se refléter après dans votre communication. Quelle est votre culture? Quel est votre environnement proposé? Quel est le style de management? Vous en êtes où sur la question de la QVT, la qualité de vie au travail? Tout ça, c'est des sujets qu'on n'aborde pas forcément dans les annonces et pourtant, il y a une grosse attente sur ce sujet-là. Pensez-y côté annonce et aussi côté communication quand vous vous penchez sur les différents canaux que vous utilisez et vos différents supports de communication quand vous voulez promouvoir vos offres ou tout simplement votre entreprise. Et alors, le sujet que tout le monde attend, parce qu'il est déjà venu à plusieurs reprises depuis le début de ce webinaire, et je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, Romain, parce qu'on en a déjà parlé, toi et moi.
Et ça, c'est pareil, c'est une stat Monster. Je veux bien que tu nous Oui. l'annonces et que tu nous la commentes C'est parce que je trouve qu'elle est assez parlante. Oui, parce qu'on parle beaucoup justement des attentes sur le salaire. Nous, ça fait depuis que j'ai rejoint Monster qu'on tanne nos clients pour qu'ils annoncent le salaire directement avec un champ fourchette et pour que la fourchette de salaire apparaisse sur l'annonce, mais on sait que c'est encore un tabou en France. Donc l'année dernière, on a regardé les stats, c'était seulement un tiers des annonces sur Monster qui précisent un salaire ou une fourchette de salaire, donc c'est très peu. Par contre, ce qu'on a regardé au cas où, comme argument, c'était de voir si le salaire avait vraiment un impact sur les candidatures. Et en effet, les offres qui ont un salaire obtiennent 2 fois et demi plus de candidatures que celles qui n'ont pas de salaire. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas assez de salaire en France, que c'est encore un tabou, mais que ça a vraiment un impact sur les candidats et que ça peut déclencher une candidature. Et je vois en effet salaire selon profil très négatif. En effet, autant ne rien afficher que salaire selon profil, ça veut rien dire. Mais l'idée, quand on peut pas moi, je vois aussi côté recruteur que c'est difficile parfois d'afficher le salaire parce que en interne, ça peut poser des questions. On n'a pas forcément des grilles de salaire en place dans l'entreprise et donc c'est un petit peu tout le monde négocie comme il peut et forcément s'il y en a qui ont mieux négocié que d'autres, il y a des inégalités qui peuvent se percevoir. L'idée c'est quand même d'avoir une fourchette que le candidat puisse se positionner et de se dire est-ce que si je suis moi, je suis déjà bien au-dessus de la fourchette haute. Dans ce cas-là, en effet, je perds pas de temps à postuler. Même pour le recruteur, ça va lui faire gagner du temps. Par contre, si j'ai une chance d'être dedans, autant y aller. Sinon, tout le monde perd du temps finalement. Moi, c'est quelque chose, par exemple, quand parfois j'ai un entretien avec des recruteurs qui veulent en savoir plus sur mon profil, je leur demande tout de suite parce que si ça matche pas au niveau salaire, je discute même pas en fait. Autant pas perdre de temps. Et il y a beaucoup de candidats qui sont comme ça aussi. Finalement, ça fait gagner du temps au recruteur qui va éviter d'avoir beaucoup d'entretiens et d'afficher le salaire qu'à la fin, par exemple, d'un deuxième entretien et d'avoir un refus. Donc, autant le mettre directement et comme ça, tout le monde est content. Tout le monde gagne du temps. Ouais, ça évite de perdre du temps pour l'un et l'autre. Et alors, il y a, hop, je remonte, Aurélie qui me disait, je pensais que l'affichage d'une fourchette de salaire allait bientôt être obligatoire. Alors, c'est pas encore obligatoire parce que c'est vrai qu'il y a eu un effet d'annonce en fin d'année dernière. C'est Indeed qui a annoncé qu'ils allaient rendre obligatoire l'affichage. C'est pas encore effectif, si je dis pas de bêtises, mais les recruteurs que je côtoie, moi, au quotidien, jusqu'ici, me disent que c'est toujours pas obligatoire. Donc non, c'est pas obligatoire. Alors, à titre d'exemple, moi j'ai vu l'année dernière qu'aux États-Unis, il y a certains États qui aujourd'hui obligent, si en Californie, il me semble, oui. Ouais, même plusieurs. Il n'y a pas que la Californie, il y en a plusieurs qui ont rendu ça obligatoire. Les entreprises qui n'affichent pas de rémunération peuvent avoir une amende. Comme très souvent, les pratiques qui sont mises en place dans les pays anglo-saxons, elles finissent un jour ou l'autre par débarquer en France. Donc, je pense que ça, on y viendra à un moment donné parce que finalement, quand on prend un peu de recul, c'est un peu surprenant finalement que ce soit pas obligatoire parce que ouais, ça devrait peut-être l'être finalement. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, pour moi, au moins une fourchette. Alors, oui, à minima, une fourchette basse, une fourchette haute qui est relativement décente. On veut pas un écart de 50 000 € entre les deux. Sinon, ça veut dire que notre brief était pas bon. Mais une fourchette cohérente, pour moi, ça me paraît obligatoire. C'est très dur, en fait. Indeed, c'est un de nos concurrents, hein, mais c'est hyper dur de mettre en place le salaire en obligatoire sur les offres d'emploi. Pourquoi? Parce qu'on peut pas forcer les clients à le faire si c'est pas une obligation légale. Et ensuite, on pourrait proposer un salaire qu'on va estimer et qu'on va nous-mêmes ajouter sur l'offre d'emploi en disant on sait que pour cette offre, le salaire médian, par exemple, se situe autour de ça. Mais qu'est-ce qu'on fait si l'entreprise finalement est en dessous ou voilà, s'il y a un conflit, voilà, c'est hyper délicat. Donc c'est vrai que si ça pouvait être obligatoire en France, ça résoudrait pas mal de conflits et ce serait beaucoup plus simple. Ouais, mais je rejoins Laurent qui dit qu'aujourd'hui, il y a plein d'études qui existent pour comparer, mais c'est vrai, il y a plein d'études. Il y a même des outils sur le site de l'APEC, je crois, il y a un outil pour le faire. Je ne sais pas si ça existe oui, chez nous, vous, on a, chez sur Monster. Monster. Oui, on a une rubrique salaire sur laquelle les candidats peuvent rechercher certains types de postes et par région également et voir le salaire médian pour ce c'est bon à type de savoir profil. Ça. Très bien. Voilà, une info supplémentaire pour ceux qui, qui veulent répondre à la question du salaire. Mais ça peut même être utile pour le recruteur qui a besoin qui veut d'avoir se un regard. positionner, tout à fait. Ouais. Et autant pour les candidats
qui sont parfois perdus par rapport à leur positionnement sur le marché. Donc ça, c'est le genre d'outil bien utile qu'on aime bien. Donc ça rejoint le commandement numéro 3, hein, qui est d'avoir des annonces un peu plus ciblées, de rédiger des annonces beaucoup plus ciblées. Effectivement, aujourd'hui, ce qu'on constate, hein, c'est que les candidats, enfin, ce que d'ailleurs vous avez constaté chez Monster, c'est que les candidats, ils ont tendance à ne plus forcément postuler aux offres quand elles n'ont pas de détails. Je ne sais pas si ma phrase est correcte, je crois que si. Et moi, je rajoute à ça, c'est qu'en fait, le risque d'une annonce trop large, c'est qu'en fait, on parle à tout le monde et on parle à personne. Et ça, je vous en parle en connaissance de cause. Moi, je l'ai vécu. Hein. J'étais recruteuse avant et j'ai bossé pendant très longtemps dans différents cabinets. Et les pratiques, ça fait un peu cliché, mais en cabinet, mais pas qu'en cabinet, hein, c'est le cas aussi de parfois certaines entreprises, on a ce réflexe, on se dit, on va faire une annonce assez large, pas trop détaillée, parce qu'on ne veut pas se fermer des portes, et du coup, on veut capter le maximum de CV. Mais en fait, ça, pour l'avoir pratiqué moi-même, je vous assure que c'est vraiment contre-productif, parce que c'est tout ou rien. C'est soit on parle à personne et du coup, on ne reçoit rien, soit au contraire, on reçoit beaucoup de candidatures, mais pas du tout ciblées, complètement à côté de la plaque, et là, on est noyé sous les CV. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu et c'est ce qu'aujourd'hui, les entreprises que j'accompagne vivent très souvent parce qu'elles ont ce réflexe et c'est comme ça, on pense bien faire. Mais honnêtement, plus on se rapproche de pratiques marketing, finalement, avec cette idée de réfléchir à qui je m'adresse, comment je vais m'adresser à lui, par quel biais, et qu'est-ce que je vais mettre en avant, effectivement, et comment je vais faire pour justement cibler et attirer ce candidat en particulier. Il y a vraiment cette notion, vaut mieux faire fuir et attirer vraiment une cible précise que de vouloir partir trop large. Enfin, je te laisse Je pense compléter, que Romain. ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est qu'en France, le chômage est très bas actuellement. On a toujours des personnes qui cherchent un emploi, mais pour certains secteurs, c'est quand même très compliqué. Quand on va sur Monster ou sur n'importe quel job board, les offres d'emploi explosent. Donc, on a un volume d'offres d'emploi qui est bien supérieur à ce qu'on avait les années passées. Ce qui veut dire que pour un grand groupe qui a un logo connu, un non connu, etc., il va pouvoir peut-être arriver à sortir un petit peu du lot. Mais pour une PME qui l'est un petit peu moins, elle va être vraiment noyée dans la masse. Et pour attirer un candidat, c'est simple. Bon, déjà, il y a forcément du matching qui doit se faire du côté du job board. On doit proposer votre annonce au bon candidat. Mais une fois que le candidat clique, là, du coup, c'est dans vos mains. C'est dans les mains des entreprises de convaincre. Et il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce que le candidat veut savoir pour postuler? Et on n'a pas besoin d'un gros pavé sur l'entreprise, sur ce qu'elle fait, qui fait 5 lignes. On veut savoir en gros ce que l'entreprise propose et quel est son business model, ça c'est intéressant. Mais ensuite, on veut vraiment savoir dans quelle équipe je vais être, qui sera mon manager, est-ce que j'ai une grande équipe par exemple, il y a combien de personnes dedans, et avec quelle équipe je vais interagir, et surtout dans mes missions, qu'est-ce qu'ils font, qu'elles sont importantes pour l'entreprise. Moi, je vois parfois, c'est vrai, des job descriptions où on a reporting mensuel, bah, ça fait pas rêver, quoi. Mais par contre, si on me dit que je vais devoir analyser les statistiques parce que derrière, ça va m'aider à prendre des décisions, peut-être à tester de nouveaux process ou à tester, à mettre en place de nouveaux partenariats, à faire des A/B testing, je sais pas si on est en développement, etc. Voilà, c'est de l'analyse qui va mener à quelque chose qui aura de la valeur pour l'entreprise. Je fais pas juste un Là, reporting tu donnes parce que je dois le du sortir et sens. l'envoyer par mail. Ouais. Tu donnes du Exactement, sens à la tâche qui, de prime abord, paraît pas très sexy. On donne c'est du ça. sens, en fait. OK, du reporting, mais pourquoi? Et ça Oui, c'est rejoint ce que ça dit Véronique dans le chat, qui dit déjà dire pourquoi l'entreprise recrute, même plus largement, aussi, tu vois. c'est vrai. C'est tout bête, mais rien que ça, en fait, d'expliquer Mm. pourquoi aujourd'hui, tu vois, j'avais vu une fois, je trouvais ça hyper sympa, c'était une entreprise qui disait, voilà, on est parti du point A en 2020, aujourd'hui 2023, on est arrivé au point B, et du coup, j'ai plus les phrases exactes, hein, mais vous comprenez l'idée. Et la finalité, c'est voilà, aujourd'hui, on a besoin de faire grandir encore plus, et toutes ces tâches-là qui aujourd'hui étaient gérées par un peu tout le monde, on a besoin de tout recentrer et de créer un poste. Et il y avait vraiment une histoire, en fait. On tombe dans du storytelling, hein, c'est un Ouais, sujet ouais, qui a, exactement. Et tu je pense vois. que les candidats veulent savoir alors ils veulent un sens, mais ils veulent aussi savoir qu'ils ont de la valeur dans l'entreprise, que ce ne sont pas juste des pions qui vont exécuter une mission très précise. On veut comprendre pourquoi cette mission est importante. Et ça, c'est hyper important parce que tous les jours au quotidien, ça va créer de l'émulation, ça va donner du sens, on va être content de ce qu'on fait, on va comprendre pourquoi on le fait et on peut se positionner là-dessus avant même de postuler. Ouais.
Je suis absolument d'accord. Et je vois que dans le chat, ça réagit plutôt Mm. positivement, donc c'est plutôt bon signe. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu, quelqu'un l'a dit dans le chat d'ailleurs, a dit ouais, on se défait un peu du modèle quantitatif. Ben, c'est exactement Mm. ça. Et c'est d'ailleurs le raisonnement que vous avez eu chez Monster, puisque tu peux nous en parler. Vous avez même revu carrément votre offre. Enfin, je sais que c'est progressif, mais vous êtes en C'est train. progressif. Oui, c'est Tu ça. peux nous Nous, expliquer en quoi ça consiste? Ouais, chez Monster, comme la plupart des job boards, on propose ce qui s'appelle un modèle à la durée. Donc pour une annonce, je m'entends, hein, pas pour une CVTech, mais pour l'annonce, une entreprise va pouvoir acheter une annonce qu'elle va publier par exemple pendant 30 jours ou 60 jours. Ouais. L'annonce reste sur le site, elle va bien sûr au-delà du site parce qu'on, nous, notre modèle, c'est qu'on va chercher les candidats en dehors de Monster s'ils y sont pas forcément. L'annonce, une fois qu'elle expire, qu'on ait eu une ou 300 candidatures, c'est pareil, on aura payé le même prix, etc. Là où on Mm. va essayer de, où on voit que le marché change, c'est que les RH ont besoin de plus de performance, mais aussi de retour sur investissement, de contrôler un petit peu leur budget et, euh, et la performance qu'ils obtiennent de leurs partenaires. Et donc, on va bouger progressivement sur un modèle à la performance où on s'accorde à l'avance sur un volume de clics ou bien un volume de candidatures ou de CV reçus. Et donc, on va payer uniquement pour ce volume-là qu'on délivre vraiment. Donc là, on n'a plus de modèle à la durée. Le candidat, tant qu'on l'a pas trouvé, l'annonce reste en ligne et on va essayer de la pousser encore et encore jusqu'à ce qu'on trouve les bons candidats. Mais en attendant, l'entreprise va payer uniquement pour la performance qu'elle a réellement obtenue. Et donc ça, c'est quand même un vrai changement qui va dans le sens, dans le sens du marché. Ouais, pour le coup, c'est plutôt en alignement avec les observations qui sont faites aujourd'hui sur le marché. Et c'est bien accueilli par vos clients Ouais, habituels, ouais, cette transition. très Ouais. bien, très bien accueilli. Alors pour l'instant, c'est surtout, on le pousse surtout auprès des grands groupes qui ont déjà une certaine maturité sur ce type d'offre à la performance avec des services marketing qui peuvent soutenir, etc. On tend progressivement à le proposer à de plus petites entreprises, mais c'est très bien accueilli parce que justement les clients savent déjà à l'avance quel sera leur budget Monster puisqu'on s'est accordé là-dessus Ouais. à l'avance. Ils peuvent ajuster leur campagne dès qu'ils le veulent. Si on voit qu'une campagne surperforme, ça va baisser leur coût par candidature puisqu'on se rend compte qu'on arrive à prendre les bons candidats beaucoup plus facilement et c'est hyper transparent. Donc c'est Hmm. quelque chose qui est très bien accueilli. Et ça envoie un signal fort, ça envoie le signal aux entreprises qu'elles ont d'autant plus tout intérêt à Oui, faire à des annonces ciblées. optimiser, nous c'est ce qu'on leur dit. Alors bon, bien sûr, hein, plus on leur envoie de candidatures et mieux c'est, disons, financièrement parlant. Mais ce qu'on dit aux entreprises, c'est attention, il faut avant tout personnaliser les candidatures, les rendre attractives. Déjà, si vous voulez des candidatures tout court, mais en plus des candidatures de qualité, parce qu'on on reste quand même sur du quantitatif. Ça va être difficile de trier les candidats par qualité. Et si vous voulez seulement payer pour des candidatures dont vous avez besoin, qui correspondent à votre besoin, c'est là où vous allez devoir énormément travailler Hmm. votre annonce et votre marque employeur en général, Mhm. et ultimement votre process d'entretien, de recrutement, etc., pour recruter grâce à Monster les bons candidats. Voilà, C'est un tout, hein. Ça me c'est un permet de tout. rebondir sur ce que dit Kaina dans le chat. Elle dit je recrute pour des crèches associatives et on fait déjà tout ça. Et pour autant, on ne Mm. reçoit pas de candidature. Mais ça rejoint ce que tu es en train de dire là tout de suite maintenant. Mais c'est qu'en fait, c'est un tout, c'est un travail de fond sur les pratiques, sur l'expérience candidature, sur les annonces, sur comment vous communiquez en dehors de vos annonces. Enfin, c'est Mm. un tout. Et après, il y a aussi une réalité, attention, il y a aussi la réalité du terrain. C'est qu'aujourd'hui, il y a des secteurs. Alors, moi, Ah, il y j'ai a des la secteurs sur sensation, lesquels c'est plus difficile que d'autres, c'est sûr. oui, parce que moi, perso, j'accompagne des entreprises de tout secteur. Vraiment, j'ai pas de limite. Je suis surtout, en ce moment, par exemple, j'accompagne des entreprises sur le secteur du service à la personne. Donc, c'est très précis, c'est un secteur qui est en souffrance, c'est compliqué. Euh, mais j'ai l'impression vraiment qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun secteur qui est épargné. Ça touche plein de secteurs différents. Mais il y en a qui sont tout particulièrement touchés. Alors, par exemple, l'univers de la crèche, c'est complexe aussi. Mais je pense que ça demande quand même une vraie introspection. On n'est pas que sur les sujets de comment je rédige mon annonce. C'est beaucoup plus profond que ça. Et pour le coup, Kaina, je pense qu'il faut vraiment faire un audit, tout reprendre de zéro, voir comment vous en êtes. Mm. Mais c'est presque du cas par cas pour le coup. Mais Mm. après, voilà, il y a une réalité aussi face au Ok. marché Oui. qu'on ne maîtrise pas. Je me suis jamais penché sur le service à la personne et notamment le personnel de crèche, mais on le voit avec
les secteurs du BTP et de la restauration, par exemple, qui sont des secteurs Oui, très difficiles. On a moins ouais. de candidatures. Pourquoi? Parce que c'est pénible, ça paye pas beaucoup. Et ceux qui arrivent à sortir du lot, qu'on voit un petit peu passer, c'est ceux qui ont réussi à mettre en place, par exemple, une semaine de 4 jours. Mm. Voilà, on peut pas faire de télétravail forcément quand on est dans la restauration, mais on peut trouver des avantages ou alors prendre en charge certaines, je sais pas, une partie de la garde d'enfants. Je me T'as souviens plus ce que j'avais ça pas ou vu même passer comme exemple, mais accompagner dans les difficultés, mmh, au logement. Tu as ouais, des entreprises aussi qui activent ce levier-là, à défaut de pouvoir en activer d'autres. ouais, tout à Donc fait. il y a plein de choses à explorer et je pense que Mmh, peut-être qu'un point de départ, pour répondre à Kaïna, qui nous partage sur son secteur, peut-être qu'un point de départ, c'est d'aller voir ce que font, les concurrents. Des fois, ça peut être inspirant de voir un peu, mmh, pourquoi, ce concurrent-là, il semble pas avoir de difficultés de recrutement et puis on va aller voir un peu ce que font l'autre. Elle nous dit: «On fait déjà les 4 jours». Bon, Kaïna, faut qu'on en parle en off. Il y a plein de paramètres à discuter. mmh, Bon, malheureusement, on n'a pas le temps de s'attarder sur votre cas précisément aujourd'hui. Ça serait passionnant, mais on avance aussi. Mais moi, c'est le genre de truc qui me titille. J'aime bien aller mmh, creuser. Euh, un autre point important, et c'est le commandement numéro 4, c'est l'expérience candidature, justement. Parce que imaginez, vous avez tout bien fait comme il faut, vous avez fait un bon brief, une belle annonce, un beau travail sur ces sujets-là, et là, paf, ben, l'expérience tombe à l'eau parce que l'expérience candidature, elle n'est pas efficace. Et il y a cette fameuse stat, je la trouve dingue, mmh. c'est assez dingue. 80% des candidats abandonnent leur candidature en cours faute d'une expérience fluide. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, faute d'une expérience fluide? Est-ce que tu peux nous préciser, Romain? Oui, alors on a un exemple sur Monster où donc nous on a notre parcours candidat qui est optimisé en quelques clics, on peut télécharger son CV et postuler à une offre, mais on a certaines entreprises qui publient leurs annonces chez nous qui ont un ATS et qui veulent recevoir du trafic sur leur site. Ça veut dire que le candidat, quand il va cliquer sur le bouton postuler sur Monster, il va être redirigé sur leur site. Au lieu de finir la candidature sur Monster, on va le perdre, on va l'envoyer sur le site de l'entreprise et là clairement on l'envoie, on ne sait pas où, mais on l'envoie souvent sur un site qui n'est pas optimisé, souvent sur un site où il faut se recréer un compte alors qu'il a déjà un compte Monster, se recréer un Ouais. CV, remplir tout un profil. Parfois, ça peut être très long. Et là, on perd 80% des candidats. Mm. Alors qu'il y a aujourd'hui, pas que pour Monster, hein, pour tous les job boards, des solutions techniques qui permettent de garder le candidat là où il est et d'envoyer la candidature au bon endroit. Donc, pour les entreprises, les PME qui acceptent la candidature par email, etc., c'est parfait. Ça veut dire que le candidat profite d'un flow complètement optimisé, mais pour celles qui ont un ATS, moi je vous recommande vraiment de garder le candidat là où il est. On s'en fiche d'avoir il n'y a pas de notion de rentabilité, de se dire on a payé cher un site ou un ATS, il faut qu'on le rentabilise en lui envoyant du trafic, parce que du coup vous perdez en rentabilité sur le job board. Il faut vraiment laisser le candidat postuler Mm. là où il est et faire en sorte que les candidatures arrivent au bon endroit. Et si vous avez votre propre site aussi, où les candidats peuvent arriver directement par vos réseaux sociaux, etc., essayez vraiment de travailler ça, de faire en sorte qu'ils puissent postuler en maximum, je dirais, 5 minutes. Et encore, ces 5 minutes, ça peut être très long, hein. Il faut pouvoir créer un CV très rapidement. On ne demande pas de lettre de motivation, simplement un petit message d'accompagnement, parce que la lettre de motivation, on s'en fiche un petit peu. Le profil, on a besoin que de certaines données, mais on n'a pas besoin d'un profil complet pour permettre aux candidats de postuler. Et comme ça, on garantit d'avoir le maximum de candidatures possibles qu'on va ensuite filtrer, trier, quoi qu'il en soit. Mm. J'aimerais bien demander à l'audience, est-ce que ça vous surprend ce 80%? Parce que c'est quand même hyper fort comme taux. 80% Mm, qui lâchent la candidature en cours. mm. Et, C'est vrai que là, on nous dit, les équipes RH nous répondent qu'ils ne veulent gérer les candidatures qui arrivent dans l'ATS. Et ça, c'est vrai, c'est ce qu'on a. C'est pour ça qu'on met des intégrations possibles. On se rapproche auprès de l'ATS en question pour dire, on fait une passerelle, on laisse le candidat mm, postuler sur Monster. Et encore une fois, c'est pas pour parler de Monster, hein, c'est valable avec les autres job boards. ouais, bien On laisse le sûr. candidat postuler là où il est. Et par contre, techniquement, on achemine le CV au bon endroit dans l'ATS. Comme ça, le RH est content. Nous, ce qu'on veut, c'est pas lui pourrir la vie et faire en sorte qu'il se connecte à Monster pour traiter la candidature. Mais il y a des solutions techniques pour ça. Et il faut vraiment les pousser pour que ce soit mis en place pour toujours maximiser la performance et l'investissement et du coup le parcours candidat. Je souris parce qu'il y a Nadège qui nous dit ouais, les grosses entreprises, elles sont infernales avec ça, là, cette pratique de rediriger vers leur site carrière, etc.
Et je pense que, alors, dans les réponses, hein, il y avait une majorité de non. Hein, la plupart des gens ne sont pas du tout surpris par la stat. Et je pense que si on en est là aussi, c'est parce que aujourd'hui, quand même, il faut le dire, c'est que, et nous tous, hein, c'est pas que les candidats, ça nous concerne tous, moi, toi, vous, on est quand même aujourd'hui dans un mode de vie, on est quand même très consommateur. Aujourd'hui, tout va vite. Enfin, je sais pas, hein, là, ce week-end, j'ai voulu faire un drive. Je suis allée sur mon application, hop, j'ai fait mes courses en 2-2. Une heure après, ça m'a annoncé c'est bon, vos courses sont prêtes. Enfin, ouais, on est quand même aujourd'hui dans cette société-là, hein, où tout va vite. L'information, elle est instantanée. Quand je veux quelque chose, hop, en 3 clics, je l'ai. Et c'est une réalité. Et je pense qu'il y a quand même un lien avec ça. Et on avait déjà fait un webinaire sur ce sujet avec Culture RH, d'ailleurs, sur la notion de s'inspirer du e-commerce et du marketing digital pour son recrutement. Bah, c'est carrément ça, en fait. C'est vraiment s'inspirer du e-commerce. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Je me suis permise de rajouter ça dans nos commandements numéro 4, mais c'est vraiment cette idée de s'adapter, en fait, à ce nouveau mode-là. Aujourd'hui, on est tous oui, des tout à fait. consommateurs et ça va vite. Mais c'est vrai, un des KPIs maintenant des job boards et des entreprises, c'est la conversion. Donc, Ouais. c'est combien on arrive à faire venir de candidats sur notre offre et combien postulent pour nous laisser leur CV. Donc, ça passe par tout un tas de choses, hein, la rédaction de l'annonce, mais aussi par le parcours. Et en plus, ça contribue à la marque employeur, puisque un parcours, comme un parcours e-commerce, si on galère à acheter, si on galère à valider ses coordonnées bancaires, etc., ben là, c'est pareil. Si on galère à postuler, ça nous donne directement une mauvaise image de marque de l'entreprise et ça nuit à la Ouais. marque employeur. Mais je Ouais, suis bah tout à ouais. fait d'accord. On veut que ça aille vite et c'est aussi au bénéfice de l'entreprise finalement, parce que si ça va vite, a priori, on a plus de candidatures quand même. Mm. Ouais, moi, je lis les réactions et je pense qu'on est plutôt alignés. Enfin, l'audience est plutôt alignée. Mm. Et il y a Marine qui rajoute, il ne faut pas hésiter à changer d'ATS ou en créer un soi-même grâce à Notion. Là, Notion, c'est Pas vraiment... mal. Je C'est vrai savais que je, pas qu'on pouvait faire un ATS sur Notion, et mais si, moi, alors, moi j'ai beaucoup de, toi aussi d'ailleurs, on a beaucoup de RH et de recruteurs dans nos communautés sur LinkedIn et je vois assez régulièrement des personnes parler de Notion et son utilisation comme ATS. Alors moi perso, je me suis pas penchée dessus, j'ai toujours pas réussi à me mettre dans Notion. Je suis encore team Trello, mais je trouve ça assez intéressant. Ça serait il y a Marine qui dit regardez Join. Alors, je vois que vous partagez des références on dans va le faire un chat. webinaire là-dessus alors. On va y réfléchir. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ça, c'est toujours sur cette notion d'adaptation. Je pense que c'est important avant d'avancer sur un des derniers commandements. C'est déjà prendre en considération que à chaque candidat un mode peut-être différent. Par exemple, on encense ces derniers temps quand même pas mal le format vidéo. Pourtant, on a quand même des études comme celle de Yago là qui nous dit qu'aujourd'hui, 84% des personnes interrogées sont susceptibles d'être découragées par la présence d'au moins un des éléments suivants. La présentation du CV en format vidéo, bah ouais, tout le monde n'est pas à l'aise avec la vidéo. On peut se dire, tiens, c'est original, je vais attirer par ce biais-là. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas à l'aise avec ce format-là. Ou de devoir fournir des réponses à des questions dans une vidéo, vous savez, les fameux entretiens vidéo différés. Donc, parfois, on a des idées, on se dit, on va tenter des choses. Alors, moi, je trouve que c'est bien d'explorer des choses, tester, apprendre, voir ce qu'on peut retenir ou pas. Mais attention, réfléchissez toujours à cette notion de persona. Qui sont mes candidats, à quoi ils sont réceptifs, qu'est-ce qui va le mieux s'adapter finalement à ces profils-là. Et puis, ça remet une couche sur ce que tu viens de déjà dire, donc moi je vais avancer très vite, mais en gros, voilà, c'est ça à retenir, c'est moins d'étapes, moins de clics, éviter les redirections, simplifier au maximum l'expérience candidature, et puis la notion de suivi, évidemment, quelque forme que ce soit, mais y a l'automatisation aujourd'hui, mais on va justement l'aborder avec le commandement, le dernier, le numéro 5, l'approche personnalisée. Aujourd'hui, c'est un constat. Les candidats, ils sont plutôt lassés des approches automatisées. Et d'ailleurs, j'ai fait un post à ce sujet pas plus tard que ce matin où je racontais que moi, cet été, comme très souvent, je mets mon CV à jour. Alors, cette année, je l'ai fait sur Indeed UK, parce que j'ai la particularité de vivre au UK, hein, même si je suis souvent en France. Et j'ai reçu plus de 80 messages d'approche sur la période du mois d'août et absolument aucun message n'était personnalisé. C'était tous les mêmes messages qui commençaient avec votre expérience à
indépendant, parce qu'au lieu de l'entreprise, j'ai pas mis de nom d'entreprise, j'ai mis le mot indépendant. Et donc, j'ai grillé que c'était que des messages automatisés. Donc, plus de 80 messages, tous automatisés, absolument pas personnalisés. Et tous me redirigent vers des offres qui, à chaque fois, sont pas personnalisées non plus. Et la plupart du temps, me redirigent vers un site carrière où je dois me réinscrire, où je dois redonner les mêmes informations, etc. etc. Tout ce qu'on vient d'aborder, en fait, aujourd'hui. Et en plus, je sais Tu pas veux toi, mais compléter? moi, quand je reçois un message comme ça, je me dis pas, oh, c'est pas personnalisé, il a pas fait d'effort, bon, allez, c'est pas grave. Moi, ça m'énerve. Vraiment, hein, Moi aussi, ça m'énerve. ça m'énerve profondément et je me dis, je lis un truc qui est pas. Il suffirait juste de fine-tuner un peu la règle ou d'opter pour un message un petit peu plus personnalisé dès le début et pof, on évite de tomber dans une situation comme ça où moi, quand je reçois ça, j'ai vraiment une mauvaise image de l'entreprise. Et ça, c'est aussi valable dans mon métier, si j'automatise des emails d'approche, il faut forcément pas penser à ça parce que si j'automatise et que je vais cibler un prospect avec je sais que c'est plus possible. Mm. Je perds le prospect directement et on pourra pas travailler ensemble. Donc le message d'approche, l'automatisation c'est bien, mais il faut vraiment la penser jusqu'au bout et faire les Mm. choses bien parce que le candidat c'est une vraie personne. Il y a un enjeu, c'est pas juste du business. Là c'est l'enjeu un peu vital, hein. Ça reste un travail, donc c'est quelque chose qui va régir notre vie avec un impact financier, etc., social. Donc voilà, l'automatisation, il faut vraiment la contrôler. Euh, et pas faire n'importe quoi. Et il y a Clara justement qui nous demande qu'est-ce que vous proposez comme personnalisation. Est-ce que tu veux partager des idées, Romain, sur un exemple Moi, de je pense, personnalisation? alors, au niveau de la personnalisation, je pense qu'il faut vraiment lire le profil du candidat et comprendre Mm. pourquoi il y a une adéquation et trouver le petit truc qui fait Ouais. qu'on pense que ce candidat est la bonne personne et surtout ne pas utiliser des termes qu'on n'utiliserait pas dans une vraie conversation. Euh, et on peut le faire avec un robot, mais il faut se dire, par exemple, si je reçois quelque chose qui va me dire Hey Romain, prêt à relever un nouveau défi? Point d'interrogation. Personne ne va me parler comme ça, C'est vraiment. vrai. Et C'est voilà. vrai. Et en fait, cette phrase, il faut la bannir. C'est pas possible. Il faut utiliser. Il faut se dire, allez, si je devais aller vraiment parler à un candidat sur LinkedIn ou n'importe où, comment je le ferais Mm. dans la réalité? Je le note Mm. et ensuite, ça me fait un script pour d'autres candidats d'une façon hyper naturelle. Mais il faut vraiment que le candidat, il se doute pas que ce soit un message automatisé. Il faut qu'il ait l'impression que c'est naturel. Et ensuite, pour la personnalisation, bon, bah, il faut au moins son prénom. Donc, faire attention quand Mm. même aux candidats qui parfois inversent le prénom et le nom de famille sur LinkedIn. C'est assez énervant, mais on en a encore qui le font. Et essayer de prendre la dernière expérience ou le dernier projet ou Ouais. peut-être un post que le candidat a publié pour ceux qui postent en disant bah ça m'a vraiment intéressé. Je suis curieux d'avoir plus de votre avis sur le sujet. Est-ce qu'on peut en parler? Moi j'ai un post à vous proposer, etc. Mais voilà, l'automatisation non contrôlée, c'est vraiment rédhibitoire, je trouve. Mm. Il y a une phrase assez qui illustre bien en fait qu'a marqué Véronique dans le chat, c'est tout simplement montrer qu'on a lu le CV. C'est tout bête, mais ne Mm, serait-ce que mettre en évidence au moins un point qu'on a relevé dans le CV, déjà ça mm, prouve à la personne que ouais, le CV a été lu et que vraiment le message s'adresse à moi parce qu'il y a un mm, élément à l'opposition de bah, moi, vous voyez, je reçois le mail qui me dit votre mm, expérience à indépendant. Dans le mm, message, à aucun moment, je vois un élément qui me fait dire ah oui, ils ont effectivement lu mon mm, profil. Et oui, il y a effectivement un point en particulier qui les a mm, attirés, qui font qu'aujourd'hui, ils m'écrivent. Il n'y mm. a rien dans ce Alors, message qui ouais. me montre ça. Alors que si c'était, je sais qu'actuellement vous êtes indépendante, mais je tente ma chance, j'ai un poste qui pourrait vous correspondre, Par etc. exemple, Là, ouais, direct, on se dit, ah bon, ok, on a lu mon profil, on l'a compris en plus, donc ouais. il peut y avoir une conversation. Mais c'est vrai que pour Et générer de là, la conversation, on peut pas générer une ouais, conversation avec un robot. ben non. Dans le sens inverse où c'est le candidat qui nous contacte, un bot, ça peut correspondre aux besoins. Le candidat va poser des questions et ensuite il va tomber sur une vraie personne ou pas. Mais dans l'autre Mm. sens, pour générer une conversation avec un candidat, je pense qu'il faut de l'humain forcément. Ouais, je suis plutôt d'accord. C'est une belle conclusion pour ce commandement numéro 5. Alors du coup, en attendant que vous puissiez rajouter, si vous avez des questions, des réactions à partager dans le chat, moi je vous pose une question moi à mon tour. C'est déjà qu'est-ce que vous retenez vous
de ce webinaire. Voilà, qu'est-ce qui vous a marqué? S'il y a un commandement en particulier qui vous a marqué, je vous invite à le partager. Véronique qui dit « D'accord, Anaïs, je tente ma chance », c'est une phrase que j'utilise. Anita qui dit « Faire du marketing ». C'est vrai qu'on parle beaucoup de marketing RH en plus aujourd'hui. Et il y a des services qui se créent marketing RH dans les entreprises notamment, ou des RH qui sont formés au marketing. Ouais, complètement. Ou on peut même déléguer cette partie-là aussi, hein, quand on n'a pas la ressource interne, ça se réfléchit. Humaniser le recrutement, c'est essentiel. Embaucher un responsable marketing, elle dit Anita. Rester vrai. Corinne qui dit « Le candidat est un consommateur ». Et ouais, bon, on est tous des consommateurs même. Mettre en avant notre marque employeur. Parler de l'équipe dans l'annonce aussi, ouais, donner un peu plus de contexte, qui est l'équipe, qui est le manager, comment est-ce qu'on fonctionne, notre culture d'entreprise. Ça donne une bonne vue d'ensemble. Il y a une question de constance sur le tutoiement, et ça, je dirais que ça dépend vraiment du contexte de l'entreprise. Si tout le monde se tutoie dans l'entreprise et que vous pensez que ça va pas bloquer un candidat pour postuler, moi je dirais il faut y aller, il faut tutoyer. En le faisant de façon vraie. Parfois, on veut utiliser un langage un peu jeune, alors que finalement, le business est très sérieux. On peut tutoyer sans en faire trop. Donc, moi, je dirais de le faire de façon la plus naturelle possible. Et c'est vrai que moi, je ne serais pas contre le tutoiement dans une offre d'emploi, vu que chez Monster, on tutoie tout le monde. Dans l'équipe, on se tutoie. Le tout, c'est de rester professionnel et de ne pas vouloir en faire trop. C'est pas parce qu'on tutoie qu'on veut forcément cibler la Gen Z. Faut aussi être cohérent avec le poste. Ouais, je pense que la priorité, c'est de viser vraiment l'alignement, en fait. Être aligné entre sa communication et ce qui se passe vraiment dans l'entreprise. Parce que se dire, on va mettre tu dans l'annonce parce que ça va attirer, comme tu dis, la Gen Z. Et puis, en fait, une fois que tu es dans l'entreprise, personne ne se tutoie. C'est un truc qui ne se fait pas. Enfin, ça ne serait pas cohérent. Donc, pensez au mot alignement, en fait. Tout est une histoire d'alignement. Je vous lis au fur et à mesure, je vois si on a des petites choses qui se rajoutent. Faire une visite de l'entreprise après l'entretien. Alors oui, il y a de plus en plus d'entreprises qui proposent ce qu'on appelle le pré-boarding, qui consiste à inviter, pourquoi pas, un candidat en phase finale de recrutement, venir voir les locaux, les équipes avant de se décider, pourquoi pas. Le tutoiement-vouvoiement n'est problématique qu'en France. En anglais, il y a le you, bah ouais, forcément, c'est plus simple pour les anglophones. Je regarde s'il y a des questions. Par rapport à la visite après entretien, moi, ce que j'aime bien faire, alors surtout avec les alternants, parce que ça les rassure, c'est qu'une fois que j'ai trouvé l'alternant qui va rejoindre l'équipe, je leur propose quand même de faire un call avec l'ancien alternant qu'ils vont remplacer ou un autre alternant dans l'équipe ou quoi que ce soit. Ah, génial, ça. Pour qu'ils aient vraiment leur point de vue et qu'ils se disent ce qui se passe bien, ce qui se passe moins bien, etc. Je suis pas dans la conversation, donc voilà, mais j'aime bien le faire, je trouve que ça les rassure, et ça peut être tout à fait fait aussi avec un employé qui participe pas forcément au recrutement, mais on dit si vous voulez rencontrer une personne de l'équipe pour poser des questions que vous m'avez pas posées, ça peut être aussi quelque chose de sympa. Je trouve que c'est une super idée de pratique. C'est un peu un contrôle de référence inversé, presque. On va aller interroger des gens dans l'entreprise. Il faut être sûr de ce qu'on fait. Il faut être sûr que ça se passe bien. mais je trouve que, voilà. Oui, évidemment. Après, l'entreprise chez qui ça se passe pas bien, je pense pas qu'elle va s'aventurer à faire ça. Mais si vous avez un doute, c'est qu'il faut changer d'abord des choses en interne. Mais si vous n'avez pas de doute, il faut y aller. Ouais, je trouve que c'est une super idée. Merci pour le partage, parce que c'est vraiment le petit plus, en commandement numéro 6. proposer du pré-boarding ou de l'échange avec un des membres de l'équipe autre que le recruteur, un futur collègue ou la personne qu'on va remplacer, etc. Vous voyez, c'est tout bête, mais mettre en place ce genre de pratique un peu inédite, déjà, c'est du plus. Et après, la cerise sur le gâteau, c'est je communique sur ça. Nous, chez Monster, par exemple, on propose le contrôle de référence inversé. Je dis n'importe quoi, mais vous voyez, l'idée, c'est quand vous avez ce genre de pratiques instaurées qui sont un peu inédites, qui sortent un peu du lot, communiquez dessus. C'est ça aussi la marque employeur. On met des choses en interne, c'est chouette, mais après, on communique dessus et on fait rayonner notre marque avec ça. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait vous dire et je vois pas forcément de questions apparaître. Est-ce qu'avant de se quitter, Romain, tu veux bien nous partager un peu tes actus chez Monster? Qu'est-ce qui se passe de beau là? C'est la rentrée. C'est quoi vos défis de la rentrée?
C'est la rentrée, on est tous très contents de reprendre le boulot. Ah. Non, bah, les défis, c'est un petit peu ce dont je vous parlais à propos de la nouvelle solution qui s'appelle Pay for Performance. Donc, on est en train Ouais. d'accélérer la solution existe en soi depuis 2017, mais on y allait Mmh. crescendo, au départ au coup par coup, et là, on est en train de l'industrialiser un peu plus. Donc voilà, c'est ce changement de business model qu'on est en train d'opérer qui va, à mon avis, prendre la plupart de mon temps sur la fin d'année et le début d'année prochaine. Euh, et puis, euh, toujours travailler pour les candidats pour faire en sorte qu'ils aient une expérience optimisée. C'est important à la fois pour nous, pour notre image à nous, mais à la fois aussi pour nos clients qui recrutent avec nous, et surtout faire en sorte qu'ils aient beaucoup de conseils, parce que les candidats, une fois qu'ils ont postulé, on essaye de les garder avec des articles très fréquents et beaucoup de contenu. Donc pas seulement recherche d'emploi, mais aussi carrière, salaire, évolution, formation. Donc voilà, pas mal d'enjeux côté candidat aussi pour faire en sorte qu'ils cartonnent dans leur carrière. Bah, au top, au top. Du coup, bah, les actus de mon côté, bon, bah, moi, c'est pareil, hein, rentrée en fanfare, rentrée bien remplie avec de la formation, de l'accompagnement d'entreprise. Je vous disais tout à l'heure, là, c'est un gros défi. Là, tout ce mois de septembre et octobre, je forme des entreprises du secteur du service à la personne à recruter sur les réseaux sociaux. C'est un sacré défi parce que parmi les entreprises, il y en a qui ne sont pas forcément matures sur le sujet, donc c'est toujours un sacré défi. Et puis ensuite, moi, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn où je partage beaucoup de contenu lié à la marque employeur et au recrutement. Et les actus de Culture RH, comme je vous disais, c'est la semaine du recrutement, là, toute la semaine, avec plein de contenus dédiés au recrutement. Et on se retrouve, sinon, c'est pas fini les webinars pour le mois de septembre, on se retrouve le 21 septembre à midi pour un webinar avec l'équipe de Commundi et on parlera d'IA, intelligence artificielle, c'est le sujet assez tendance, et de formation. Voilà, comment est-ce que l'IA peut s'intégrer dans la formation aujourd'hui en 2023. Donc, un sujet hyper passionnant. Vous pourrez nous retrouver donc le 21 septembre. Et en attendant, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Je tiens vraiment sincèrement à te remercier, Romain, parce que c'était vraiment un webinaire hyper riche. Je pense Merci à toi. que, au vu des réactions dans le chat, je pense que vous êtes tous d'accord. C'était hyper intéressant et je trouve ça vraiment génial d'avoir, tu vois, le regard, le point de vue côté job board comme Monster. C'est super intéressant d'avoir ce regard-là. Donc, vraiment, merci à toi. Et merci à Culture RH pour l'organisation à chaque fois de ces beaux webinars chaque mois. Écoutez, il nous reste à vous dire bonne journée à tous. Merci pour votre présence, votre implication. Je te dis à bientôt, Romain. Ouais, bonne journée à tous, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt, au Au revoir. revoir.